Bonjour à tous et toutes et bienvenue à ce 4e rendez-vous en santé avec Robert Laforce. Cet événement est organisé par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous vous proposons un temps d'arrêt afin de mieux comprendre l'Alzheimer et les troubles neurocognitifs atypiques. Il s'agit bien entendu, comme vous le savez très bien, d'un sujet vraiment d'actualité, car entre autres, nous sommes au cœur du mois de janvier dédié à la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Merci d'être avec nous en si grand nombre. Écoutez, on bat des records ce matin. Plus de 1000 personnes déjà sont présentement connectées. Alors, bonjour et vraiment heureuse de vous savoir avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire de quel coin de la région ou encore de la province vous provenez. Je me présente Gisèle Bourdeau, physiothérapeute et tout fraîchement retraitée de mon poste d'adjointe à la direction de programme de physiothérapie du département de réadaptation de la Faculté de médecine. Sans plus tarder, je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui, Robert Laforce. Bienvenue, Monsieur Laforce. Merci Gisèle, très heureux d'être avec vous. Monsieur Laforce, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Durant cette conférence, vous tous à la maison, nous vous invitons à suivre les règles de la netiquette, soit la courtoisie dans vos commentaires. De plus, comme vous l'avez sûrement expérimenté comme moi dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, il se pourrait que la technologie soit instable, alors merci de votre précieuse compréhension et indulgence. Voici comment se déroulera cette heure que nous allons passer ensemble. Nous débuterons avec une présentation de M. Laforce d'une vingtaine de minutes et nous terminerons par une douzaine de questions qui ont été sélectionnées parmi les nombreuses questions qui ont été envoyées par le public avant la conférence. Nous vous invitons à interagir tout au long de la conférence en émettant vos commentaires via le fil de discussion Facebook. Monsieur Laforce, vous êtes professeur agrégé au département de médecine. Vous êtes neurologue et neuropsychologue et vous êtes chercheur en neurologie comportementale au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Mais selon des sources fiables et bien informées, vous êtes aussi un homme empathique, passionné et rigoureux. Débutons donc avec votre présentation, l'Alzheimer et les troubles neurocognitifs atypiques. Monsieur Laforce, je vous laisse le contrôle. C'est gentil, merci beaucoup. Je suis vraiment content de voir qu'il y a un tel engouement pour le sujet. Alors, je vous présente le plan dans le fond de la présentation. On va faire un topo sur la maladie d'Alzheimer, disons assez succinct. Vous pourriez en entendre parler pendant des heures aujourd'hui, mais on va résumer aux éléments essentiels de cette maladie très fréquente. Mon programme de recherche clinique porte sur les troubles neurocognitifs atypiques, donc on va passer un petit peu de temps sur ce thème-là. Et je veux terminer avec 5 pistes de solutions, des choses qui me sont chères et qui peuvent aussi atténuer le fardeau de la maladie au quotidien. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie donc qui amène un trouble neurocognitif majeur, qui amène dans sa forme la plus classique, sa forme mnésique, des changements dans la mémoire récente. Ce sont des changements qui sont significatifs. Donc, par exemple, se perdre en auto, oublier un montant d'argent, un rendez-vous important. Et donc, ces changements-là vont avoir un impact fonctionnel, vont limiter les capacités de l'individu au quotidien. Alois Alzheimer, donc, en 1906, vous le voyez sur la gauche ici, avait décrit cette maladie chez Auguste D. Auguste D était une femme de 51 ans. Dites-vous que la maladie n'apparaît pas en général dans ce spectre d'âge-là. Auguste D avait une forme génétique, mais tout de même avait décrit donc ces changements en mémoire et les changements comportementaux également. Et donc, nous connaissons cette maladie-là depuis plusieurs années. Et encore aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de traitement efficace pour renverser la maladie d'Alzheimer. On va la positionner parmi l'ensemble des troubles neurocognitifs comme étant la plus fréquente. La maladie d'Alzheimer ou encore la pathologie Alzheimer représente plus de 60 à 80 % des troubles neurocognitifs. Donc, c'est de loin la plus fréquente. Sur le plan épidémiologique, c'est important de savoir qu'elle est donc associée à l'âge. Le facteur de risque le plus important pour la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Et vous voyez ces courbes-là qui montrent effectivement là, une croissance, vous voyez le graphique en mauve, importante pour les gens qui sont âgés de 85 ans et plus.
Vous avez aussi sur ce schéma-là une illustration d'un terme que tout le monde comprend bien maintenant, c'est-à-dire le terme pandémie. Ça fait plusieurs années qu'on dit que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont une pandémie. Vous le voyez maintenant, ce terme-là veut dire plein de choses à plein de monde. On sait ce que ça veut dire en 2021, une pandémie. Vous voyez donc 6 millions d'Américains en 2020 et ce chiffre-là est appelé à doubler d'ici 2050. Et vous voyez que le groupe d'âge qui est le plus touché, c'est les 85 ans et plus, alors que pour les 65 à 74 ou encore les 75 à 84, ça demeure en croissance, mais un peu plus modérée. La maladie d'Alzheimer également, quand on regarde les statistiques, donc au cours des 20 dernières années, on n'a pas beaucoup de succès dans son contrôle. Vous voyez, contrairement aux maladies cardiovasculaires, comme par exemple les maladies coronariennes comme les infarctus, les maladies vasculaires comme les AVC, qui sont en réduction soit de 8 ou de 12 % ou encore le traitement du VIH qui est en réduction importante, on est en croissance de près de 146 % pour les décès associés à la maladie d'Alzheimer au cours des 20 dernières années. Alors, il y a beaucoup d'efforts en recherche qui sont concentrés sur le substrat pathologique, comment attaquer le substrat pathologique de la maladie d'Alzheimer pour la prévenir. Donc, les prochaines diapos sont pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans le cerveau quand une personne présente les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, ce qu'on remarque, et ça on connaît ça depuis Alois Alzheimer, c'était une accumulation de plaques amyloïdes. Donc, vous le voyez ici, l'agrégat qui est extracellulaire, qui contient la protéine bêta-amyloïde. Et vous avez aussi en intracellulaire, à l'intérieur de la cellule, des enchevêtrements neurofibrillaires qu'on appelle, qui eux sont constitués de protéines Tau, TAU-Tau. Les efforts donc de recherche au cours des 15 dernières années ont été surtout pour développer des vaccins contre la protéine amyloïde. On a eu un certain succès mitigé, mais un certain succès récemment avec le vaccin aducanumab. Et il y a plusieurs études présentement qui sont en cours à plus haute dose pour voir si ce vaccin pourrait être efficace pour enrayer la bêta-amyloïde. Mais la prochaine vague de vaccins qui sont actuellement en développement vont attaquer la protéine Tau. Mon cheval de bataille, vraiment, au cours des dernières années, a été non seulement de me concentrer sur les troubles cognitifs atypiques, mais aussi les troubles neurocognitifs atypiques, qui, eux, sont un peu moins bien reconnus. Alors, pour faire la part des choses, je vous présente sur la gauche ce qu'on appelle les troubles cognitifs atypiques. Quand vous entendez parler de la maladie d'Alzheimer, vous pensez à la variante mémoire, la variante nésique, puis c'est elle qui est la plus fréquente, c'est comprenable. Vous pouvez penser aussi aux troubles neurocognitifs vasculaires, les AVC qui amènent des troubles cognitifs comme les démences ou encore la maladie à corps de Lewy. Ça, c'est tout le spectre qu'on appelle typique. C'est des maladies qui sont bien connues des médecins de première ligne et pour lesquelles, justement, les coffres à outils des médecins de famille sont quand même assez bien étoffés. Ce que les gens connaissent moins, c'est tout le spectre des maladies atypiques. Quelques particularités importantes à retenir, ces maladies atypiques donc surviennent à peu près 10 ans avant le spectre classique de la maladie d'Alzheimer que je vous ai présenté un peu plus tôt. Donc, on parle 55 à 65. Elles vont aussi, ces variantes atypiques, toucher d'autres fonctions comme le langage, les habiletés visuelles ou visuoperceptuelles, le comportement, et donc, de ce fait, sont un petit peu plus difficiles à reconnaître. Un changement dans le langage, c'est plus difficile à voir ou à caractériser qu'un trouble de mémoire. Quelqu'un qui se perd en auto à plusieurs reprises ou qui oublie son portefeuille ou un montant d'argent à plusieurs reprises va être rapidement dépisté, amené à l'attention médicale. Quelqu'un qui présente un problème comportemental ou visuo-perceptuel, souvent va avoir tendance à être négligé et on va attendre plusieurs années. Donc, plus jeunes, des gens qui sont souvent entre 55 et 65 ans, encore sur le marché du travail, donc avec un impact fonctionnel important et pour lesquels, justement, vous allez voir dans les prochaines diapositives, on a beaucoup de travail à faire pour la conscientisation auprès des médecins de première ligne pour étoffer leur coffre à outils pour dépister ces variantes-là. Pour vous donner un exemple concret, parce que qu'est-ce que ça veut dire un Alzheimer langagier? Ce n'est pas tellement facile à reconnaître au début, du moins si on n'a pas vu ces patients-là. Je vous présente un jeune homme de 95 ans en fait, pour lequel vous allez voir que c'est difficile pour lui de répondre à une question simple. Je lui pose la question de savoir quelle étude il a complétée. Je vous laisse regarder. Est-ce que vous avez complété comme étude? Écoute, j'étais avec les frères à un moment donné, là, puis ce que j'ai fait à un moment donné, j'ai fait tout jusqu'au temps un peu. J'ai été finir mes études à Victoriaville. OK. Hein? J'étais là 2 ans.
Ah, tu sais? Puis là, j'ai eu mon diplôme, puis mon diplôme de la patente. Hein. Un beau 90. OK? Votre diplôme en quoi? Ah, diplôme pour juste de ce qu'on savait à ce moment-là, puis qu'on avait étudié, c'est sûr, ça. Alors, vous voyez, hein, ça n'a pas besoin d'être neurologue ou neuropsychologue pour déceler que ce patient-là a des difficultés qu'on appelle le manque du mot. Il cherche beaucoup ses mots pour exprimer son idée, hein, qui pourrait résumer en un seul mot. Il va vraiment faire des circonlocutions, il va être vague dans son discours. En fait, dans notre jargon, on va dire qu'il passe par Chicago pour aller à Charlesbourg. C'est long, c'est lent, puis on n'arrive pas à déceler exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le manque du mot. Et vous savez, les gens, en vieillissant, vont nous dire, ah oui, je cherche mes mots, j'ai peur que ça soit une maladie. Mais il y a une différence entre chercher ses mots et au quotidien, être capable de les retrouver après quelques secondes ou quelques minutes, et vraiment ce patient-là que vous venez de voir. D'autres tests qu'on va faire en cabinet consistent à répéter des phrases simples. Donc, vous allez voir le problème que ce patient-là évoque à la répétition. Les hippopotames sont au jardin zoologique. Oui, c'est ça. Ils sont au zoologique ou en Afrique. OK. Ça. Répétez après moi. Les hippopotames sont au jardin zoologique. Bon, ils sont peut-être là, mais c'est pas dans leur place. À un moment donné, ils sont d'un lac ou de rivière à quelque part, là, mais c'est pas ça. On réessaye. Les hippopotames sont au jardin zoologique. Ben, vous dites ça, oui. Répétez. Les hippopotames sont au... Hein? On réessaye. Hippopotames sont dans... Alors concrètement, c'est ça que je veux dire. On peut outiller le médecin de première ligne pour mieux dépister ces variantes-là. Vous avez vu le manque du mot. Vous avez vu juste en faisant répéter quelques phrases, on peut dépister cette variante langagière de la maladie d'Alzheimer, qu'on va aussi appeler une variante logopénique de l'aphasie primaire progressive. C'est des termes compliqués, mais retenez aphasie primaire progressive parce que c'est un trouble du langage essentiellement, mais qui est à pathologie Alzheimer. Vous voyez, à l'imagerie par résonance magnétique, tout le noir ici, c'est de l'atrophie du côté de l'hémisphère qui s'occupe du langage. À des tâches un peu plus sophistiquées au niveau de l'imagerie métabolique, vous voyez ici toute la région jaune-rouge représente une baisse du métabolisme cérébral, encore une fois à l'hémisphère gauche. Et quand on étudie davantage ces variantes, on se rend compte que ces patients-là accumulent beaucoup de plaques amyloïdes. Donc, toute cette image-là que vous voyez rouge, à l'opposé de cette image bleue qui est normale, l'image rouge représente les plaques amyloïdes qui se sont accumulées dans le cerveau de ce patient-là. Mon étudiant de doctorat, David Bergeron, en 2018, a publié un papier d'impact à une collaboration de plus de 100 chercheurs dans 36 centres dans le monde, avec près de 1200 patients avec justement des variantes d'aphasie primaire progressive, pour montrer dans le fond que cette variante logopénique était constituée d'à peu près 86% des cas de pathologie Alzheimer. Donc ça a été important parce que ce sont des patients qu'on va pouvoir mieux dépister et mieux traiter tôt à l'avenir. En parallèle, à la clinique de mémoire, vous savez, de l'Enfant Jésus à Québec, on voit des patients qui présentent ces variantes-là. Et un grand bâtisseur du Québec, M. Bernard Lemaire, que vous voyez ici avec sa conjointe, ont montré donc un intérêt pour développer un projet de recherche sur les aphasies primaires progressives. Et de là est née la chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives, Fondation Famille Lemaire. C'est un partenariat donc de 7 groupes, incluant mon père, Robert Lafosse, opticien, la Société Alzheimer de Québec, le département des sciences neuro, la faculté de médecine de l'université, le centre de recherche du CHU, où vous savez, il y a plus de 50 chercheurs qui travaillent sur les maladies dégénératives avec plus de 10 millions en subventions, et la Fondation également. Donc, on a recueilli au total 1,5 million de dollars pour faire des recherches sur ces variantes-là. Vous voyez le lancement qui est survenu l'année dernière. Vous avez Alain Lemaire, qui est le frère de Bernard, et vous avez ici Monica Lavoie, Dr Monica Lavoie, qui est orthophoniste, qui est la coordonnatrice de la chaire, et vous avez Dr Bouchard, qui est le fondateur de la clinique de mémoire également, et la belle équipe. Alors, je veux terminer sur le dernier point, c'est-à-dire les pistes de solutions, particulièrement 5 pistes de solutions qui me sont chères. La première, parce que les gens nous demandent souvent en clinique, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour diminuer le fardeau associé à la maladie ou le risque de développer la maladie. Je pense que le point le plus important, c'est la prévention des facteurs de risque.
Cet article-là, qui vient de paraître dans le Lancet en 2020 de Livingstone, donc montre 12 facteurs de risque qui, si sont placés ensemble dans notre quotidien, peuvent diminuer l'incidence de la maladie dégénérative de près de 40%. Vous voyez donc des changements qu'on doit faire au niveau des habitudes de vie, de l'environnement et les aspects sociaux, et également au niveau des problèmes de santé. Si on prend les habitudes de vie, donc l'alcool, c'est pas bon pour le cerveau, le tabac, naturellement, et l'inactivité physique. Donc, on doit insérer dans notre quotidien de l'activité physique vraiment régulière à intensité modérée. L'environnement, donc, on a noté dans les études des problèmes reliés à la pollution, non seulement la pollution reliée au tabac, mais aussi dans les grandes villes. Le faible niveau d'éducation et de stimulation intellectuelle, c'est important d'aller à l'école quand on est jeune parce que ça procure une réserve cognitive. Et aussi, il faut avoir des contacts sociaux. Naturellement, en temps de pandémie, c'est plus difficile. Tout le monde le réalise, mais la rareté des contacts sociaux est associée aussi avec le développement de la maladie dégénérative. Tous les facteurs de risque que vous voyez ici sur le plan de la santé sont très importants. Diabète, cholestérol, hypertension, obésité, les problèmes auditifs, les problèmes aussi de troubles de l'humeur sont importants à gérer. Une deuxième chose que l'on fait également dans le cadre de mon programme de recherche, c'est de développer des outils de dépistage pour favoriser justement le coffre à outils des médecins de première ligne. On a développé donc le test qui s'appelle le dépistage cognitif de Québec, qui est disponible gratuitement sur le site dcqtest.org et qui consiste essentiellement en une série de tâches qui vont mesurer la mémoire, l'attention, les habitudes visuospatiales. Il a été validé sur plus de 440 Québécois et donc est disponible là, gratuitement pour faciliter le travail des cliniciens. On a aussi un projet extraordinaire avec mon bon ami et collègue Patrick Bernier, qui est médecin de famille et omni en gérontopsychiatrie ici à Québec, et Christian Gourdeau, un bon ami et collègue également, qui est professeur au département de physique du Cégep de Limoilou, qui en groupe avons développé donc les courbes cognitives. Vous savez que chez les enfants en médecine, quand l'enfant grandit, on le place en fonction de son âge sur les courbes de croissance. On regarde la taille, on regarde le poids et on dit aux parents, bien, voyez, ça se passe bien, l'enfant suit ses courbes de croissance. Bien entendu, chez les personnes plus âgées, on n'a pas appelé ça les courbes de décroissance cognitive, ce serait très péjoratif, mais on les a appelées les courbes cognitives. Et vous voyez ici naturellement que les courbes sont à la baisse, mais c'est l'effet attendu en fonction de l'âge sur les fonctions cognitives. Donc, ce qu'on voit ici, ce sont essentiellement des courbes sur lesquelles le médecin de famille peut placer les résultats d'un test cognitif, l'examen du statut mental, par exemple en 2018, en 2019 et en 2020, pour voir si le patient suit le déclin cognitif lié à l'âge. Si par contre le patient ne suit pas le déclin cognitif lié à l'âge, s'il dévie des courbes, à ce moment-là, on peut penser qu'il y a un processus dégénératif qui s'installe. On a développé, et c'est sur le point d'être publié, les courbes cognitives pour le MoCA, le Montreal Cognitive Assessment, qui est aussi un excellent test de dépistage en cabinet par les médecins. Et donc, on va les appeler les courbes du COCO-MoCA. Donc, pour le quotient cognitif associé au MoCA, on va développer les courbes du COCO-DCQ éventuellement également. L'outil de référence qui est extraordinaire, sur lequel Dr. Monica Lavoie a travaillé, sur lequel toute l'équipe de la chaire a travaillé, c'est la plateforme app.ca. Donc, beaucoup d'informations en français sur les aphasies primaires progressives pour les patients et les proches, les professionnels de la santé. On a des vidéos, des témoignages d'aidants sur ce site, les critères diagnostiques, des aides aussi pour les aidants ou encore les patients, comment composer avec les déficits de langage qui sont amenés par les APP, et aussi des vidéos sur les termes comme tels. Donc, si on parle d'anomie ou de difficulté de compréhension, on a une vidéo qui illustre le symptôme. Donc, je termine la dernière portion sur le cinquième élément, c'est-à-dire les projets de recherche qui sont en cours. Je pense que c'est très important. La prochaine vague, comme je le mentionnais, sont les vaccins contre la protéine Tau. L'étude DIAN, qui est une étude où on va vacciner des gens qui sont porteurs d'une mutation qui mène au développement de la maladie d'Alzheimer. On les vaccine 5 années avant le développement de la maladie dans leur famille pour voir si on est capable d'enrayer l'apparition de la maladie. Ça, c'est à venir. La grande étude GENFI pour Genetic Frontotemporal Dementia Initiative est une étude internationale où on s'intéresse justement à mieux décrire les changements dans la démence frontotemporale qui, elle, amène des changements de comportement, langage, des problèmes moteurs, qui est en cours, donc, partout dans le monde. Et finalement, la grande étude FOXI,
qui est une collaboration Canada-américain avec l'effet, donc l'étude de l'effet de l'oxytocine en intranasal sur des éléments de cognition sociale, c'est-à-dire l'empathie et l'apathie dans les maladies atypiques qu'on peut voir notamment qui vont changer au fil du temps dans les démences frontotemporales. Donc, cette étude-là est en cours à notre clinique également. Vous voyez la belle grande équipe à la clinique de mémoire. Et puis, je vous remercie de votre attention. Ça va me faire plaisir de prendre vos questions bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Laforce, pour cette présentation qui a été vraiment captivante et tellement enrichissante. Il est important de comprendre cette maladie, surtout comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans un objectif de mieux la dépister. Alors, vous nous avez apporté un éclairage important sur cette maladie qui impacte non seulement les personnes qui en sont atteintes, on le sait, mais tellement leurs proches aussi. Et je suis certaine que, tout comme moi, plusieurs d'entre vous, chers participants, là, peuvent en témoigner quelque chose. Alors, vous tous à la maison, n'hésitez pas à faire j'aime si vous avez apprécié la présentation. Pour ceux et celles qui viendraient se joindre à nous, alors bonjour et bienvenue. Vous êtes au grand rendez-vous en santé avec Robert Laforce. Voici maintenant la période des questions. Alors, avant d'aller en profondeur avec les questions du public, M. Laforce, je vous propose un petit défi, un mini-quiz auquel j'aimerais que vous répondiez à chacune des questions en un ou deux mots. Alors, voici, vous répondez spontanément selon vos préférences personnelles. Vous êtes prêts pour mon défi? Je suis prêt. Alors, allons-y avec la première. Quelle est votre partie du cerveau préférée, M. Laforce? Clairement, l'hippocampe. Juste un ou deux mots, donc je ne peux pas élaborer? On y reviendra peut-être tout à l'heure. D'accord. Compte tenu de votre grand intérêt pour le langage, quel est votre mot favori? C'est une question intéressante, je dirais respect. Oh, excellent. C'est intéressant ce petit quiz-là. On apprend à mieux vous connaître. Mémoire à court terme ou mémoire à long terme? Mémoire à court terme. Oui. Vivez le moment présent. Carpe diem. Exactement. Mémoire olfactive ou visuelle? Oh, olfactif ou visuel? Olfactif est séduisant, mais visuel est plus intéressant, je pense. Donc, visuel, mémoire visuelle. Bon, c'est bon. Souvenir ou moment présent? Moment présent. Bon, carpe diem, toujours, on y revient. Bravo, vous avez vraiment réussi votre test. Maintenant, poursuivons plus sérieusement et plus en profondeur avec les questions du public et prenez tout votre temps pour bien répondre aux questions. Là, on a du temps devant nous. Parfait. On a reçu de la part des participants plus de 190 questions, toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Alors, merci beaucoup à ces participants pour votre intérêt. Débutons donc avec la première question qui nous vient de Dylan Carbonneau. Comment savoir si nos troubles de mémoire sont vraiment des troubles? Oui, c'est une bonne question. En fait, ça appartient aux professionnels de la santé de départager si le trouble de mémoire est vraiment un trouble de mémoire. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent mimer des troubles de mémoire. Et en clinique, on a naturellement des normes qui nous permettent de positionner un individu par rapport à son groupe de référence. Donc, ça a été bien étudié, par exemple, en neuropsychologie, qu'une personne de 25 ans n'a pas la même mémoire, les capacités mnésiques, qu'une personne de 50 ans ou encore d'une personne de 75 ans. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas catégoriser toutes les formes de mémoire de la même façon. Puis je n'entrerai pas en grand détail, mais il y a des formes de mémoire qui sont plus automatiques, procédurales, qui ne sont pas tant affectées par l'âge. Mais la mémoire épisodique, déclarative, récente, des faits qui ont un caractère spatio-temporel, elle, donc un événement important pour vous, elle peut changer avec l'âge. Et donc, c'est notre rôle comme professionnel de la santé de positionner, après avoir fait le testing cognitif, de positionner l'individu par rapport à son groupe de référence en fonction de l'âge, du niveau d'éducation, puis dans certains cas des emplois antérieurs, pour se faire une idée. Ceci dit, pour revenir à ce que j'ai présenté, lorsque j'ai présenté les courbes cognitives, l'élément le plus important pour déterminer s'il y a vraiment un trouble de mémoire, à part ce que je viens de mentionner, c'est de voir aussi l'évolution dans le temps. Donc, pour nous, c'est très précieux en clinique de revoir la personne 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard ou 1 an plus tard pour voir comment ça évolue. Merci. Une question maintenant de Christine Lavoie. Quelle est la différence entre les symptômes de l'Alzheimer et la démence due à l'âgisme? Oui, excellente question encore une fois. Les changements qui sont reliés, les changements en mémoire qui sont reliés à l'âge vont toucher
classiquement le rappel libre. Alors, si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la réunion de famille à tel endroit, peut-être que vous allez avoir, vous vous souvenez de l'événement comme tel, mais vous aurez de la difficulté à le récupérer puis à m'en parler comme tel. Donc là, je vous pose la question, puis vous dites, ben, oui, 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 on était toute la famille, on était réunis. Attends un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, par contre, si je vous demande spécifiquement, est-ce que c'était A, B ou C? Donc, par exemple, est-ce que c'est Pierre est tombé dans la piscine? Est-ce que c'est Benoît a consommé trop d'alcool? Ou est-ce que c'est C? Finalement, il y avait tellement de neige que personne n'a pu retourner à la maison. Mais vous allez être capable de reconnaître le bon événement qui s'est produit. Ça, c'est ce qu'on voit dans le vieillissement normal. Les gens ont plus de difficultés en rappel libre, mais avec un indice contextuels vont souvent être capables de très bien récupérer l'événement. Ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, puis il faut comprendre que ça n'apparaît pas du jour au lendemain, c'est une maladie qui s'installe de façon insidieuse et progressive. Donc, ce que je vous porterai n'est pas noir et blanc là, en clinique. Mais ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, quand c'est très, très, très clair, c'est non seulement une difficulté en rappel libre. La personne va avoir de la difficulté à dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on a eu une réunion de famille. Ah, je me souviens pas vraiment. Si, par la suite, la personne a de la difficulté à récupérer l'événement, on fournit un choix de réponse, les 3 ABC que je vous ai donnés. Ce qu'on voit à ce moment-là, c'est aussi une perte de la capacité à reconnaître le bon événement qui s'est passé. Et non seulement, nous, on va voir en clinique un autre phénomène qui est important, c'est-à-dire des intrusions. C'est-à-dire que les gens vont dire, oui, 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 il y avait tellement de neige qu'on n'a pas été capable de partir, mais finalement, c'est pas ça. C'était pas la bonne mémoire. Vous comprenez? Fait que je vous présente ça de façon succincte, mais c'est vraiment, pour nous, c'est très différent, les changements cognitifs liés à l'âge, des changements qui sont associés avec la maladie d'Alzheimer. Et il faut comprendre que c'est une maladie progressive, évolutive, donc ces troubles-là vont continuer de se détériorer. Oh, c'est bien clair, ça. Merci, Monsieur Laforce. De la part de Guylaine de Dionne, est-ce qu'une personne atteinte de la maladie peut avoir des hallucinations au début? En fait, si la personne a des hallucinations au début, pour nous, ça nous oriente vers quelque chose d'autre que la maladie d'Alzheimer. Donc, quand je vous ai présenté les 3 formes de démence atypique ou de troubles neurocognitifs atypiques, il y avait donc des formes plus frontotemporales, Alzheimer relié au visuel, langage et tout ça. Mais si on prend les formes typiques, donc l'Alzheimer mémoire, la maladie à corps de Lewy ou le trouble cognitif vasculaire, bien, dans ces 3-là, il y a une forme qu'on appelle la maladie à corps de Lewy. Et elle, classiquement, au tout début, va amener des hallucinations. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours là, mais on va les rechercher. Dans la maladie d'Alzheimer, ce qu'on remarque, ce sont des hallucinations et des propos délirants qui peuvent survenir plus lorsque la maladie est en stade modéré ou en stade sévère, mais pas au début de la maladie. Donc, pour nous, comme cliniciens, s'il y a des hallucinations au début, ça nous oriente plus vers une maladie à corps de Lewy. Merci. Joanie vous demande, est-ce que l'Alzheimer peut être déclenché par un événement traumatisant ou très angoissant? On entend souvent cette observation-là en neurologie, pas juste en clinique de mémoire, mais en neurologie en général. Donc, les gens vont dire ma sclérose en plaques, c'était suite à un traumatisme ou un événement traumatisant. Est-ce que l'Alzheimer peut être déclenché? Je pense qu'il faut demeurer ouvert. Ceci dit, en recherche, ça ne tient pas la route, ce genre d'hypothèse-là. Et si tous les gens qui avaient subi un événement traumatisant dans leur vie développaient la maladie d'Alzheimer, ben, ça ferait longtemps qu'on aurait cliqué puis qu'on aurait compris que oui, c'est nécessairement relié. Encore une fois, il faut rester ouvert, mais c'est pas quelque chose qui est... On a d'autres facteurs de risque qui sont beaucoup plus majeurs dans l'équation que celui-là. Merci. Elisabeth Dubé vous demande, comment explique-t-on l'agressivité observée chez plusieurs personnes atteintes de la maladie? Oui, c'est une bonne question. L'agressivité apparaît plus en stade modéré ou sévère. Il y a plusieurs hypothèses. Naturellement, si on prend l'hypothèse des détériorations sur le plan cognitif, imaginez-vous être désorienté, vous ne savez pas on est en quelle année, la personne qui vous parle, vous ne la reconnaissez pas vraiment, vous avez l'impression qu'elle est là, mais vous ne savez pas exactement pourquoi elle est là. Donc, c'est un paquet de facteurs cognitifs qui peuvent mener justement à l'agressivité, à dire, ben, allez-vous-en, je n'ai pas besoin de vous, qu'est-ce que vous faites ici, vous n'avez pas d'affaires dans ma maison. Il y a la déafférentation aussi, donc les changements qui sont liés à l'audition, à la vision, qui accompagnent le vieillissement, qui peuvent faire en sorte que les personnes âgées vont distorsionner l'information, ont de la misère à intégrer l'information. Puis je dirais aussi que les circuits de neurotransmetteurs dans le cerveau sont affectés par la maladie, particulièrement en stade modéré à sévère.
Et donc, on va voir des comportements agités, agressifs, des délires, des hallucinations qui sont en lien avec la baisse des neurotransmetteurs. Veut pas. Les neurotransmetteurs sont moins actifs parce qu'il y a de l'atrophie, parce que les circuits sont embourbés d'amyloïdes, embourbés de protéines tau, et donc les échanges neurotransmetteurs sont moins bien faits. Et ça donne des changements comportementaux. Merci. Caroline Alde vous demande comment réussir à ne pas infantiliser les patients alors qu'ils sont en perte d'autonomie. On voit ça souvent fréquemment, je vous dirais surtout dans les maisons pour personnes âgées ou les centres d'hébergement, les familles qui vont rencontrer leurs proches, puis ils vont les traiter comme des enfants. Je pense que faut simplement faire une intervention auprès de la famille, puis juste de mettre les points sur les i, les barres sur les t, pour dire ben c'est encore une personne humaine à part entière, puis il n'y a pas lieu nécessairement de la traiter comme un enfant, mais je pense qu'il faut réaliser aussi l'autre côté de la médaille, qui est une situation extrêmement difficile pour l'aidant. Et les gens réagissent comme ils peuvent, hein. C'est un traumatisme majeur, c'est une détérioration progressive, la perte d'un proche, les conversations stimulantes que vous aviez avec cette personne-là. Fait que je pense que c'est juste de s'en parler puis de voir un petit peu. En clinique, on est confronté à ces situations-là, mais je pense que c'est d'utiliser notre bon jugement. Mhm. Madame Janine Rioux vous demande comme mon père est décédé d'Alzheimer, est-ce que j'ai beaucoup de risques d'être atteinte? Ouais, la question génétique préoccupe beaucoup de personnes. Il faut comprendre qu'il y a deux formes de génétique associées à la maladie d'Alzheimer. Il y a une forme génétique causée par des mutations. Donc, il y a 3 mutations connues, la présinéline 1, présinéline 2, la polypoprotéine. Et ça, c'est très, très, très rare, hein. C'est à peu près 3% des cas. Mais ça, c'est causal et ça apparaît jeune et c'est 50% de la progéniture de la fratrie qui est touchée. Donc ça, quand on entend ça, nous, ça nous allume des lumières et on va rencontrer les familles, faire des tests génétiques. Il y a une autre forme qu'on appelle un facteur de risque génétique qui est l'ApoE4. Et ça fait référence plus à la question de Janine par rapport à l'ApoE4. S'il y a plusieurs cas dans votre famille qui sont apparus en âge avancé, donc par exemple au-delà de 65, 70, 75 ans, ça se peut qu'il y ait dans la famille un facteur de risque génétique qui est l'ApoE4. Et ça, ce facteur de risque génétique-là, c'est un peu la même chose qu'un autre facteur de risque qu'on pourrait discuter en médecine, comme le tabac. Le tabac, on sait que c'est un facteur de risque pour le cancer du poumon, mais on connaît tous une personne qui fume 3 paquets par jour puis qui n'a jamais développé le cancer du poumon. Alors, un facteur de risque, ça demeure un facteur de risque, ce n'est pas causal. Donc, nous, en clinique, on va noter cet élément-là, puis penser qu'il y a un ApoE4, mais on ne testera pas systématiquement via une prise de sang l'ApoE4 parce que vous pourriez être porteur de l'ApoE4 et ne jamais développer la maladie d'Alzheimer. Donc, disons que je teste Janine pour dire quelque chose, qu'elle est positive, et là, elle commence à stresser parce qu'elle pense qu'elle a la maladie d'Alzheimer ou elle va la développer. Je ne lui ai pas aidé son vécu, là. Mhm. Oui, vraiment, tout à fait. Une question de Lucie Clich. J'ai 70 ans. Outre un art de vivre relativement sain, alimentation, exercice, activité intellectuelle, création, y a-t-il un moyen de prévenir, voire éviter cette maladie? Ben, j'espère avoir répondu à ces questions via la première diapositive là, dans la section sur les pistes de choses à faire. Donc, la prévention des facteurs de risque. Mais honnêtement, dans ce que vous me décrivez, elle fait déjà beaucoup de bonnes choses. Donc, de continuer dans le même sens, hein, Lucie, Exactement. on vous encourage. Oui, exactement. Excellent. Elisabeth vous demande, croyez-vous que l'activité physique à haute intensité, telle que le CrossFit, pourrait avoir une incidence positive sur la santé vasculaire et ainsi réduire le risque de développer un trouble cognitif? Question intéressante qui préoccupe les jeunes d'ailleurs. Alors, le CrossFit, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je suis un adepte assez assidu, mais c'est une activité à haute intensité, dans le fond, qui combine gymnastique, haltérophilie et cardio. Maintenant, il n'y a pas d'évidence dans la littérature comme quoi faire de la haute intensité est plus protecteur comme tel. Je pense que ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est d'avoir une activité physique régulière, de niveau d'intensité modéré. On peut aller du côté du American College of Sports Medicine. Il y a des critères qui flottent un peu partout dans la littérature, mais fondamentalement, de l'activité physique d'intensité modérée, 3 à 5 fois par semaine,
pour une période de 20 à 30 minutes. C'est ce qui est recommandé. Excellent. Kate Dubois nous amène une question qui est fort intéressante avec une sous-question. Alors, j'y vais. Quels conseils primordiaux donneriez-vous à une personne qui s'occupe d'une personne ayant un diagnostic d'Alzheimer ou de troubles cognitifs? Et sa sous-question, elle nous demande comment aborder la maladie et ses conséquences avec la personne malade et comment diminuer ses résistances à obtenir l'aide nécessaire lorsqu'il y a perte d'autonomie. Oui, c'est une question très, très, très vaste. Il se produit un phénomène dans la maladie d'Alzheimer comme tel où la personne va perdre l'autocritique par rapport à la maladie. Et ça, les gens qui l'ont vécu parce qu'un proche est atteint pourraient en témoigner. Donc, il y a une phase prodromale où la personne ne se sent pas bien, peut développer un syndrome dépressif ou un trouble d'adaptation, un trouble de l'humeur. Et parce qu'on pense que dans cette phase-là, la personne réalise qu'elle a des problèmes de mémoire, réalise que c'est pas normal, mais s'ensuit une période où il y a comme une perte de l'autocritique, où là, la personne oublie qu'elle oublie, donc ça devient moins anxiogène. Et les gens qui sont en stade plus avancé, qui arrivent à la clinique de mémoire, souvent sont plus avec un discours du style, vous savez, on oublie en vieillissant, c'est pas inquiétant, il s'inquiète pour rien, moi ça va bien, je passe des belles journées. Donc, par rapport à votre question, je pense que la première chose qu'il faut réaliser, c'est le stade. Faut bien positionner le stade de la maladie. Et ça détermine l'approche que l'aidant va avoir avec la personne. Si la personne est dans les premiers stades, est triste, est inquiète de sa mémoire, je pense qu'il faut l'appuyer là-dedans. Si la personne devient dans un stade où elle a perte d'autocritique et là, ben, a des comportements qui sont problématiques, comme donner son portefeuille à un étranger ou aller à un mauvais rendez-vous ou se perdre en auto, bien là, il faut que la famille ou les aidants prennent le relais pour structurer cette personne-là, puis bien encadrer cette personne-là. Alors, je pense que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de considérer le stade. Maintenant, les gens qui sont sur le terrain, et là, je fais référence particulièrement aux aidants de la Société Alzheimer de Québec, ont sur leur site Internet un paquet de ressources extraordinaires pour les aidants. Vous pouvez même les contacter. Il y a l'intemporel qui est disponible. Donc, je vous dirige vers ce groupe-là à Québec. On est chanceux d'avoir la Société Alzheimer de Québec. Naturellement, dans le mois de la sensibilisation sur la maladie, ils ont fait un effort particulièrement louable là, pour mettre des vidéos par des travailleurs sociaux, des aidants qui sont en contact avec des gens qui ont la maladie. Donc, vous allez probablement trouver des réponses à ce niveau-là. Excellent. Je fais une petite incartade dans notre passé très proche, Monsieur Laforce. Je vous ai posé une question tout à l'heure, la partie du cerveau que vous préfériez. Vous m'avez parlé de l'hippocampe. On aurait quelques minutes pour développer là-dessus. Ah, excellent. En fait, il n'y a pas d'autre structure qui m'intéresse plus que l'hippocampe. Premièrement, c'est la structure impliquée dans la mémoire, particulièrement la mémoire visuospatiale, la mémoire à l'apprentissage des nouvelles choses. Mais aussi, c'est que ce qui est fascinant de cette structure-là, puis moi qui m'avais complètement séduit par rapport à l'hippocampe, c'est que la forme de l'hippocampe est comme en patte de tigre. Donc, il y en a une à gauche, l'hippocampe gauche est plus impliqué dans la mémoire verbale et l'hippocampe droite dans la mémoire visuelle. Et dans les textbooks, on va dire paw shape, donc comme une forme de patte de tigre dentelée. Et en vrai, là, dans le laboratoire de neuroanatomie que je donnais à l'époque au Nouveau-Brunswick, j'étais toujours fasciné par cette structure-là, encore aujourd'hui. Ouais. Merci pour cette découverte finalement. On a une autre question de Philippe Russenberger-Tran qui vous demande, est-ce qu'il y a un lien entre le microbiote intestinal et la maladie d'Alzheimer? C'est une excellente question. Je pense que ça fait partie des thèmes chauds présentement qui sont à la mode et qui ont raison d'être à la mode parce que vous savez, dans les hypothèses en lien avec la cause sous-jacente à la maladie d'Alzheimer, on a parlé de l'amyloïde, de la protéine tau, mais il y a aussi tout un courant de recherche actuellement sur la composante inflammatoire. Je dis un courant de recherche, c'est pas nouveau, là. On étudiait les anti-inflammatoires puis leur impact dans la maladie d'Alzheimer il y a 10 ans. Mais maintenant, donc, l'hypothèse du microbiote, c'est plus en lien avec l'axe cerveau-intestin. On a d'ailleurs un chercheur à Québec, Dr. Denis Soulet, qui est au Centre de recherche du CHU de Québec, qui a un programme de recherche axé là-dessus, subventionné. Vous pouvez peut-être aller voir ses travaux. Mais donc, l'hypothèse derrière la problématique axe intestin-cerveau serait donc qu'il y aurait un lien entre l'inflammation cérébrale et les atteintes progressives avec l'âge au niveau de l'intestin comme tel. Donc, par exemple, il y a des sécrétions plus accrues
de bêta-amyloïdes en lien avec le vieillissement de l'intestin. Il y a une communication endocrinienne, neuro-endocrinienne avec le cerveau en lien avec ce vieillissement-là. Maintenant, quand je vous dis que c'est un courant de recherche nouveau, on n'a pas d'intervention actuellement, on n'a pas de données, à ma connaissance, chez l'humain qui dirait, ben, voici ce qu'il faut faire pour enrayer la maladie d'Alzheimer dans 25 ans. Mais quand même, une alimentation saine, comme on la préconise dans la prévention des facteurs de risque, et de bien prendre soin du microbiote, je pense que ça pourrait être une avenue intéressante dans l'avenir. Alors oui, c'est très excitant cette hypothèse-là. Merci. Stéphanie Duchesne nous demande, est-ce qu'une inversion des symptômes est un jour envisageable, soit retrouver une partie des facultés qui auraient été perdues? Ça, c'est une question hyper importante avec laquelle on compose en clinique de mémoire. Et quand on se regroupe entre cliniciens-chercheurs entre nous, on est un peu troublé par cette problématique-là. Parce que vous savez, la question est bonne. L'inversion des symptômes, est-ce qu'on pourrait renverser la maladie? La situation avec le cerveau, c'est qu'on ne peut pas le transplanter, hein. Si vous avez un problème au poumon, vous avez un problème au cœur, dans certaines circonstances, il y a possibilité d'avoir une transplantation. On ne peut pas transplanter le cerveau. Alors, ce qui est perdu, en général, ce qui est atrophié, ce qui est disparu au niveau mémoire, au niveau habileté, que ce soit visuospatial ou capacité, si vous êtes comptable en pratique, de faire des calculs, des choses comme ça, ce qui est perdu et ce n'est pas transplantable. Et même si on régénérerait avec une neurogénèse accentuée, avec l'âge et tous les autres facteurs, je veux dire, présentement, moi, je suis plutôt pessimiste par rapport à ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est dépister tôt. Et là, la conscientisation de la population actuellement est que dès qu'une personne un peu plus âgée commence à montrer des changements cognitifs, il amène cette personne-là à l'attention médicale. C'est le médecin de famille, donc, qui est aux premières loges de ce dépistage-là. Et si on peut dépister tôt, identifier, diagnostiquer tôt le problème, on peut, à ce moment-là, penser qu'on pourrait stabiliser la détérioration à venir. Donc, dans un monde idéal, il y aurait cette conscientisation-là, il y aurait un dépistage précoce, il y aurait un vaccin qui serait commencé ou un traitement qui serait commencé pour cesser la progression de l'accumulation amyloïde ou la progression de la protéine Tau ou d'autres protéines comme le TDP-43 ou d'autres problèmes inflammatoires. Et bon, ce qui serait perdu, mais on limiterait les dégâts parce que vous savez, on a des techniques aujourd'hui très poussées d'identification diagnostique, mais pensez-y, là, moi, si je vais recruter des gens qui sont âgés de 40 ans, de 45 ans, je leur fais un test comme une imagerie amyloïde qui montre des plaques amyloïdes dans leur cerveau, puis je leur dis, vous êtes à risque de développer la maladie d'Alzheimer dans 20 ans. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir entendre mon diagnostic. À 40 ans, ça ne nous tente pas d'entendre parler de ça. Puis, je pourrais leur faire beaucoup de tort parce que accumulation de plaques amyloïdes n'égale pas nécessairement maladie d'Alzheimer. Alors, il faut être très prudent avec le dépistage précoce et les tests de dépistage précoce, même si la maladie apparaît 20 ans avant dans le cerveau. On n'est pas dans une situation où on va faire des tests 20 ans avant. Mais le dépistage précoce, le traitement précoce, ça, c'est ce qu'on préconise. Excellent. Monsieur Laforce, il nous reste un peu de temps. Est-ce que vous auriez un message particulier qui résumerait ou qui donnerait espoir aux gens qui nous écoutent, aux gens qui participent à cette présentation-là? Bien, je vous dirais, soyez sensibles aux changements cognitifs, pas juste la mémoire, bien sûr la mémoire, mais soyez sensibles aux autres changements cognitifs qui pourraient survenir dans vos proches qui prennent de l'âge, que ce soit au niveau du langage, au niveau visuel, au niveau des comportements. Amenez-les à l'attention médicale et dans le contexte actuel, si toutefois vous avez des interrogations au niveau du langage, allez sur la plateforme APP de la chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives. Beaucoup d'informations à ce sujet-là et on va continuer de développer. On a mis aussi le PDF là, du document sur les facteurs de risque, comment les prévenir. Donc, continuez de vous documenter et continuez d'être perspicace par rapport à l'évaluation en clinique par le médecin de première ligne si vous notez des changements cognitifs.
Merci beaucoup, Monsieur Laforce, pour ce nouvel éclairage. Et je pense que ça nous a tous fait du bien d'entendre parler d'abord d'autre chose que de la COVID et de mieux comprendre, de mieux connaître cette maladie-là qui nous touche vraiment tous de près ou de loin. Alors, c'est ce qui conclut maintenant ce grand rendez-vous en santé. Mesdames, Messieurs, au nom de la Faculté de médecine de l'Université Laval, je tiens à remercier encore une fois notre invité, Robert Laforce, qui a fait preuve d'une très grande générosité, de beaucoup d'ouverture et d'avoir si bien vulgarisé et rendu accessible toutes les informations qu'il nous a données. Alors, nous souhaitons tous, bien entendu, bonne chance dans vos recherches et un grand merci de contribuer à la santé de notre population, Monsieur Laforce. Merci. Alors finalement, merci à vous tous à la maison d'avoir participé à ce grand rendez-vous en santé. Vous avez été plus de 1700 participants. Ce fut un réel privilège et un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Si jamais vous avez le goût de réécouter la conférence ou encore de la partager dans votre réseau, elle sera disponible dans la section vidéo de la page Facebook de la Faculté de médecine. Nous vous invitons aussi à être des nôtres le mercredi 24 février dans un grand rendez-vous en santé traitant de la santé mentale et des effets du stress. Ça aussi, un sujet d'actualité. Avec Mme Caroline Ménard, qui est professeure au département de psychiatrie et neurosciences et chercheure au Centre Cerveau. Nous vous souhaitons une excellente journée et vous rappelons bien entendu de bien suivre les consignes de la santé publique en cette période de confinement. Robert Laforce, merci encore infiniment. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci à tous et toutes et excellente journée.